Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau dans Diasporama, qui consacre ses espaces à la diaspora algérienne active et positive. Et c'est du monde de la FinTech dont il s'agira aujourd'hui avec Bilal Dahleb, notre invité de Genève en Suisse. Bonjour Bilal. Bonjour Maria, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de faire votre Diasporama aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Bilal Dahleb, je le disais, nous allons parler un petit peu du monde de la finance, de la tech, de la fintech. Vous êtes cofondateur de la banque digitale Moneco. Oui, C'est une banque, son credo, c'est que c'est la banque des Africains. D'accord? Donc, effectivement. vous êtes spécialisé Mm. sur le continent africain, sur les personnes qui sont entre l'Afrique et l'Europe. Dites-nous un petit Exactement. peu, présentez-nous un petit peu cette banque digitale, Moneco. Bien sûr. Alors donc, Moneco, c'est une application financière qui est principalement destinée aux populations d'origine africaine. Ensuite, il n'y a pas de discrimination, donc n'importe qui peut venir ouvrir un compte. Mais voilà, nous, notre segment, c'est vraiment les Africains. Il y a deux problématiques principales qu'on avait identifiées en fait lorsqu'on a voulu créer Moneco. La première, c'est que les Africains ont un petit peu plus de peine à se bancariser en Europe. Avoir accès à un compte euro, généralement, lorsqu'on a uniquement des documents africains, c'est un petit peu plus difficile. La plupart des banques vont demander des justificatifs en plus, des garanties. Donc voilà, la procédure d'ouverture de compte, généralement, est un petit peu plus pénible. Beaucoup de banques d'ailleurs aussi refusent les populations africaines. Donc nous, c'était déjà le premier objectif qu'on voulait, c'est comment est-ce qu'on peut aider des populations africaines à accéder à des comptes euros plus facilement, uniquement avec un passeport. Donc ça, c'était vraiment la première offre de valeur qu'on a proposée avec Moneco. Ça, aujourd'hui, c'est avec ça que le service a commencé. Et le deuxième service sur lequel on voulait beaucoup travailler lors de la genèse de Moneco, c'était vraiment sur la partie transfert d'argent. Donc en fait, historiquement, on le sait, les populations africaines qui migrent en Europe ont tendance à renvoyer beaucoup d'argent dans leur pays d'origine. Pour certains pays comme le Sénégal, les Comores ou d'autres, l'argent qui est renvoyé par la diaspora dans le pays d'origine, c'est quelque chose qui contribue extrêmement au PIB. Donc ça devient presque un moteur économique, l'argent qui est renvoyé dans les pays. Et cependant, on sait que voilà, jusqu'à présent, tous ces marchés étaient principalement détenus par trois compagnies, les Western Union, Ria Money, MoneyGram, qui se permettaient de mettre des frais qui étaient relativement élevés, selon moi, injustifiés. Et donc, on s'est dit, OK, nous, aujourd'hui, d'un point de vue technique, on serait capable de renvoyer de l'argent en Afrique en instantané et à des coûts beaucoup plus intéressants. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une application financière au sein de laquelle les gens pourraient ouvrir un compte bancaire facilement, une carte, ils auraient accès à une carte de paiement internationale et en même temps renvoyer de l'argent en Afrique de manière simplifiée. Donc là, pour le moment, peut-être juste pour résumer, les deux premières branches sont bonnes, donc le compte courant, la carte de paiement et la partie transfert vers l'Afrique, c'est en cours d'intégration, ça devrait arriver pour l'été. Ouais, justement, parce que vous devez composer avec les systèmes bancaires de tous les Ouais, pays d'Afrique, puisque ouais, alors effectivement. alors que combien de pays vous avez déjà approché, avec lesquels vous avez déjà commencé à travailler? Oui, alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que les pays, bon, nous déjà, notre équipe vient principalement d'Afrique francophone. Donc ça va être l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et un petit peu l'Afrique centrale. Nous, ce qu'on a constaté également, c'est que les pays anglophones aujourd'hui sont un petit peu mieux adressés. Ils ont certaines solutions qui commencent à être pas mal. Par contre, l'Afrique francophone, elle est toujours un petit peu laissée de côté. Donc nous, aujourd'hui, c'est principalement sur ces pays-là qu'on a fait ces intégrations. Et aujourd'hui, donc, on sera capable de faire des transferts d'argent en instantané dans à peu près 12 pays en Afrique. Oui. Alors, comment ça se passe avec l'Algérie? Bilal, dites-nous. Alors, j'ai essayé C'est bien, d'éviter la je vous fais question. rire parce que Ouais. vous pouvez pas Malheureusement, l'éviter. l'Algérie, c'est le seul pays d'Afrique francophone au sein duquel on n'a pas, malheureusement, c'est le seul pays au sein duquel, en fait, pour le moment, on n'aura pas la possibilité de faire des transferts d'argent vers l'Algérie. Après, l'Algérie, c'est un contexte un petit peu particulier aussi sur les transferts d'argent parce que voilà, l'Algérie, on le sait tous, c'est un pays où il y a un double taux de change. Donc nous, en fait, on savait pas vraiment comment se positionner par rapport à ce pays. Moi, j'avais échangé aussi avec pas mal de banquiers en Algérie, pas mal d'entrepreneurs. Malheureusement, c'était pas toujours évident de négocier des contrats. Certaines entreprises étaient très intéressées à collaborer avec nous, mais je pense que ça se fera dans un second temps. Donc voilà, on a commencé un petit peu par d'autres pays qui étaient, on va dire, peut-être un peu plus simples pour démarrer. Oui, vous pouvez aussi être un levier de développement, c'est-à-dire que le changement, il peut venir comme ça. On peut rêver, on peut l'espérer. En tout cas, la demande est là. Parce qu'il y a, quand on voit la population algérienne émigrer, Bien en sûr. Europe, au Canada, aux Amériques, Ouais. enfin un peu Mm. partout, les difficultés qu'ont ces émigrés à transférer, à envoyer de l'argent en Algérie, ou inversement,
ceux qui voudraient envoyer de l'argent à leurs enfants étudiants, par exemple. Mm. Enfin, il y a quand même un transfert qui se fait de manière très compliquée Bien sûr, actuellement. tout à fait. Votre banque, par exemple, pourrait être une bonne solution si si déjà elle a fait ses preuves Mm. dans d'autres pays. Ouais. Alors, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que si on arrivait à amener Monaco dans cette direction, je serais l'homme le plus heureux du monde. C'est clairement ça qu'on aimerait pouvoir faire. Maintenant, il y a aussi des réalités du terrain qui sont un petit peu plus compliquées. Par exemple, en fait, en Algérie, le problème, c'est que vu qu'on a ce double taux de change, il y a aussi beaucoup d'individus qui, eux, ne sont pas intéressés à passer par du change formel. Ils sont là, moi, je préfère me débrouiller. Comme ça, je vais avoir un taux qui sera un peu plus intéressant. Mes proches en Algérie pourront bénéficier d'un peu plus d'argent. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas intéressés par une solution formelle avec l'Algérie. Donc, nous, c'est un petit peu là-dessus, en fait, qu'on a été confronté. Mais après, je suis plus que d'accord avec le constat que vous venez de faire, Maya. Les Algériens, c'est la deuxième diaspora africaine en Europe. La première, c'est les Marocains, deuxième Algérien, troisième Tunisien, puis après, c'est un mix de pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, en fait, lorsqu'on regarde les schémas de transfert d'argent vers l'Afrique, on sent que l'Algérie elle a toujours un énorme potentiel sur les transferts d'argent formels. Aujourd'hui, le Maroc reçoit à peu près 11 milliards en formel, l'Algérie à peu près 2 milliards. Pourtant, les Marocains ne sont pas 5 fois plus nombreux que les Algériens en Europe. C'est juste que voilà, vont passer par des canaux plus formels que les Algériens pour le moment ils font pas trop. Les principaux transferts vers l'Algérie aujourd'hui qui ont lieu, c'est principalement voilà, les personnes qui ont travaillé en Europe et qui ont des comptes de devise en Algérie et qui viennent rapatrier leur retraite. Mais et eux, voilà, eux ont la possibilité de rapatrier de l'argent en euros. Mais au-delà de ce segment, on n'a pas vu beaucoup d'appétence de la part des Algériens pour développer des corridors de transfert d'argent. Oui. Alors, je rappelle encore, Monaco, la banque des Africains, c'est le slogan de votre banque. Ou le, voilà. Qu'est-ce qui va faire que ces Africains, ces populations d'Afrique qui sont en mouvement, vont venir vers vous? Quelle est la particularité de Monaco par rapport à d'autres banques ou classiques ou même digitales, parce qu'il y en a plusieurs Ouais, quand bien même. sûr, bien sûr. Ouais, Qu'est-ce bien que vous sûr, bien sûr. proposez de plus? Vous êtes Ouais, quand même sur un marché concurrentiel. très compétitif, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, ce sur quoi on se différencie, c'est la facilité à ouvrir un compte. On est le seul établissement, notre vrai nom juridique, on est agent d'établissement de monnaie électronique. Donc, c'est un statut juridique qui permet d'ouvrir des comptes, faire des transferts bancaires et émettre des cartes. Aujourd'hui, on est le seul établissement, en tout cas à ma connaissance en Europe, qui permet aux Africains d'ouvrir des comptes uniquement avec un passeport. Donc, déjà là-dessus, en fait, on va dire, notre porte d'entrée est la plus facile pour les populations africaines. On a aussi fait un gros travail sur notre pricing. Malheureusement, on doit aussi gagner de l'argent. Si c'était possible, moi, je ferais tout gratuit pour tout le monde, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais même, on avait benchmarké avec beaucoup de néobanques en Europe. On est parmi les plus compétitifs. Il y aura peut-être un ou deux services où on sera un peu plus cher qu'un tel ou un tel, mais on reste très abordable pour des populations africaines. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, ce avec quoi on se différencie, c'est vraiment la facilité à ouvrir un compte, une partie sur le pricing, accéder aussi à une carte internationale. Et par contre, là où je pense qu'on se différencie clairement de toutes les autres néobanques en Europe, c'est sur notre roadmap et nos ambitions. Aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls qui veulent vraiment faire quelque chose pour les Africains, ouvrir des corridors de transfert d'argent pour les Africains. Par la suite, on aimerait aussi proposer beaucoup de services, permettre aussi que l'argent aille dans les deux sens. Donc, par exemple, pour les étudiants africains qui vont étudier en Europe, eux, on sait qu'ils ont aussi beaucoup de peine à recevoir leur argent. Ça met du temps. Les Swift, généralement, c'est cher. Ça met au moins 4 5 jours, beaucoup de vérifications. Nous, là-dessus, on a la possibilité de faire des transferts Afrique-Europe en instantané. Donc, je dirais que c'est aussi là-dessus, c'est sur notre roadmap où on comprend notre marché, on comprend les réalités, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et donc on est les seuls qui veulent vraiment faire des solutions pour ces gens-là. Mhm. J'ai vu aussi que vous interveniez dans le côté administratif de dossiers Ouais, d'étudiants, peut-être d'inscription, de effectivement. choses comme ça. Hein? Mm. C'est une plus, ça, c'est un plus quand même Tout à que fait. ne proposent peut-être pas des banques classiques ou d'autres banques digitales. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à obtenir des visas, par exemple? Alors effectivement, notre objectif, c'est d'être plus qu'une application financière, mais vraiment presque une sorte de compagnon ou quelque chose sur le qui des gens qui manqueraient d'informations pourraient compter. Donc, on avait lancé cet outil qu'on avait appelé Destination France, qui avait assez bien marché, où en fait, on expliquait de manière très simple toutes les procédures de migration pour les étudiants ou pour les travailleurs. Ensuite, on avait également un support où les gens pouvaient nous poser des questions et on répondait à toutes les questions gratuitement. Ensuite, voilà, nous, on reste une application financière.
aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de fournir des services financiers. Peut-être que par la suite, on fera un accompagnement personnalisé sur les procédures de visa ou comment, ou des obtentions ou des aides. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus, on va dire, quelque chose qu'on a mis gratuitement sur le marché pour aider nos populations plutôt qu'un vrai business qu'on voulait déployer. Mais c'est une porte qu'on pourrait ouvrir par la suite. Mhm. Comment vous est venue l'idée, peut-être que j'aurais dû vous poser cette question au tout début, comment vous est venue l'idée de Monaco? Bon, vous êtes à Genève, c'est c'est la Mecque des Des banques? banques et du monde Oui, de la effectivement. finance. Donc, Mm. vous nous direz tout à l'heure un petit peu votre parcours personnel, études, etc. Mais comment vous est venue cette idée? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous est Oui, oui. venue cette idée? Oui. Très bien. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler dans la blockchain en 2016-2017. Donc, c'était avant les cryptos. Et je me souviens que j'avais rapidement compris qu'un des use cases intéressants, c'était les transferts d'argent internationaux. Et en fait, dès ce moment-là, 2016-2017, j'avais commencé à bosser sur des projets un peu crypto sur ces sujets. Ensuite, voilà, j'avais laissé ces projets un petit peu de côté parce que j'avais eu d'autres impératifs professionnel ou bien au niveau de mes études, mais c'est toujours quelque chose qui était resté dans ma tête. Les transferts d'argent avec pourquoi pas avec de la blockchain. Parce que moi, en tant que membre de la diaspora algérienne, mon père, il a toujours connu les galères pour envoyer de l'argent en Algérie. J'exagère pas, des fois, ça nous arrivait d'aller à l'aéroport de Genève, attendre devant le comptoir Air Algérie, et puis attendre de voir quelqu'un qu'on connaissait ou même quelqu'un qu'on connaissait pas, on lui donnait un peu de cash, et puis une fois sur place, quelqu'un allait récupérer l'argent. Et je me souviens, je me disais, mais c'est pas possible qu'en 2017, il y a des voitures qui conduisent toutes seules, enfin, ce genre de choses. Et puis nous, on est toujours en train de faire ça, donc je comprenais pas. Ouais, Et ensuite, ouais. j'ai également travaillé 2 ans au Boston Consulting Group. J'étais au bureau de Casablanca. Et en fait, lorsque je travaillais là-bas, j'ai beaucoup travaillé pour des grosses banques panafricaines et je voyais aussi que voilà, elle, toute cette partie transfert d'argent international, c'était un gisement de valeur monumental. Elle générait beaucoup d'argent sur ces transferts. Elles n'avaient pas vraiment l'intention à ce que ça change. Et moi, j'étais là, OK, quand j'étais plus jeune, je l'ai vécu en tant qu'utilisateur. Aujourd'hui, je le vois un peu plus de l'intérieur en tant que consultant. Donc déjà, moi, là, j'étais là, OK, il y a toujours quelque chose à faire sur le sujet. Et ensuite, mon associé, Shems, que j'avais, enfin, on est les trois associés chez Monaco, donc un des deux, Shems, que j'avais rencontré également au Boston Consulting Group, lui, il avait connu exactement les mêmes problématiques que moi, mais dans le sens inverse. Dans le sens où lui, il est né, il a grandi à Madagascar, ensuite il est parti étudier à Paris, et lui avait toujours de la peine à recevoir de l'argent de la part de ses parents. Et on s'est dit, OK, pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose sur les transferts d'argent internationaux? Et à force d'avancer sur le sujet, on s'est rendu compte, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ou des boîtes de transfert d'argent ou des boîtes qui font de la néobanque? Et après, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas une qui fait les deux? Après, on a compris pourquoi aucune ne faisait les deux, parce que c'est très difficile d'un point de vue légal. Et donc voilà, on s'est dit, OK, ben, essayons de le faire et potentiellement on pourrait être la première à réussir ce pari. Alors, ça a été lancé en quelle année et combien d'utilisateurs aujourd'hui? Oui, alors Monaco, nous on a démarré, alors Shems et moi on a commencé à travailler sur le sujet début 2022, Jimmy nous a rejoint dans la foulée. Ensuite on a eu de la chance, on a fait Y Combinator très très tôt au stade d'idées, on avait été très surpris d'être accepté dans le programme. Ça nous a permis de lever un seed round. Le seed round nous a permis ensuite de monter la néobanque. Malheureusement, voilà, c'est la vie des startups aussi. On a dû recommencer 3 fois parce qu'en fait, les 2 premières fois, il y a eu des problèmes légaux où on n'était vraiment pas responsable. Le premier, c'est que la banque partenaire, elle a eu des soucis avec le régulateur. Le deuxième, c'était également des soucis légaux. Donc, c'est la troisième fois que ça a fonctionné. Et donc, environ à peu près 2 ans, enfin 2 ans après qu'on soit dit, on va faire ce projet. 2 ans après, on a lancé une première version bêta. Et donc aujourd'hui sur Monaco, donc tout est organique. Là, on est toujours en version bêta. On n'a pas encore fait de communication. Là, on va faire une dernière mise à jour. On a réglé quelques petits soucis. On va commencer la communication dès la semaine prochaine, je pense. Là, on est à peu près à 11 à 12 000 inscriptions, 5 000 comptes qui ont été validés. Et là, on est à peu près à 2 3 000 utilisateurs actifs. Et Oui, en termes de transactions, on a déjà fait passer à peu près 1,6 million d'euros. Et après, il y a aussi le revenu d'autres très métriques bien. sympas, mais ça, c'est un peu confidentiel. Oui, bien sûr. Alors, faut-il avoir une résidence pour pouvoir ouvrir un compte chez vous? Faut-il avoir une résidence en Europe ou en Afrique? Alors, Est-ce qu'on peut être au Canada, aux États-Unis ou alors, c'est plus ouais, restreint? alors pour le moment, les utilisateurs sont obligés de renseigner une adresse en France. Ensuite, parce que voilà, c'est aussi des contraintes logistiques qu'on a pour le moment. Pour le moment, on est uniquement capable de livrer des cartes en France.
Là, on est en train d'étendre ça à d'autres pays européens. Donc, on aura rapidement Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Pays-Bas. On aurait bien aimé avoir les UK, mais les UK, malheureusement, le souci, c'est que depuis le Brexit, en fait, ils sont plus dans les accords européens, donc on ne pourra plus les servir. Donc, on va dire que pour le moment, c'est un petit peu la contrainte. C'est voilà, renseigner une adresse. Pour le moment, c'est en France. Bientôt, ça sera dans l'Europe. Mais donc voilà, on va dire que certains utilisent, par exemple, si moi j'ai un cousin qui est en Algérie, qui veut venir en France, qui a un voyage, ce genre de choses, ou qui a besoin d'un compte, il peut renseigner mon adresse, il y aura pas de souci. Il peut renseigner votre adresse à vous, Bilal, Ouais, ou l'adresse de quelqu'un. Ah, à ah, moi d'accord. ou d'un proche à lui, ou d'un proche à lui. Il faut juste voilà que la personne ait tout de même un vrai lien avec l'Europe, ou que voilà qu'il y ait un besoin pour des activités financières en Europe. Après, là, on va rentrer dans des, comment dire, on va rentrer dans des textes légaux assez compliqués. On pourrait approfondir, mais j'ai peur que ça devienne un petit peu trop précis ou ennuyeux, ouais. Mhm. Très bien. Donc, vous avez parlé du contexte de la naissance de cette banque digitale, Moneco. Donc, ça fait pas très longtemps. C'est tout nouveau. C'est très intéressant, ouais, ouais. C'est c'est très récent. C'est déjà là. Est-ce que vous pensez vous pensez que c'est une idée? Enfin, penser à cette idée, c'est très bien, mais l'Afrique, c'est un continent. Ouais. C'est beaucoup de pays. Est-ce que, si on devait parler de concurrence, vous n'avez pas peur que ben, qu'on prenne déjà l'idée et qu'elle soit déjà développée? Est-ce que vous avez une longueur Mm. d'avance? C'est ça que ma question. Est-ce que vous Ouais, avez déjà pris une longueur d'avance? Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas consacré à un pays ou oui, une région précise d'Afrique, mais c'est la Banque des Africains. oui, Donc, vous imaginez, c'est plusieurs pays, plusieurs systèmes bien sûr, bien sûr, économiques, politiques, plusieurs bien sûr. lois. Alors, C'est quand même vaste. tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Nous, déjà, pour mettre un premier périmètre, notre scope, c'est vraiment l'Afrique francophone. Donc, déjà, là aussi, on est limité à 12-13 pays. D'accord. Mhm. Ensuite, là où il y a une grosse différence sur notre modèle versus d'autres acteurs qui seraient en Afrique, c'est que nous, en fait, actuellement, on est uniquement régulé en Europe. Donc ça veut dire en fait à partir d'un et tous ces gens-là, ce qui, enfin, ce dont, enfin, leur besoin, ça va principalement être d'avoir des comptes en euros. Donc nous en fait à partir d'une structure, enfin à partir d'une entité et une structure juridique, on est capable de servir un grand marché. Le jour où, Inch'Allah, c'est ce que je nous souhaite, on aimerait faire une expansion en Afrique même, voilà, ou offrir des comptes en devise locale. Là, ça sera une autre histoire parce que là, il faudra aller chercher une licence par pays. Mais étant donné qu'on est en Europe et que voilà, il y a ces accords européens, à partir de la France, en fait, on peut servir différents pays. Donc, je dirais que c'est là un petit peu qu'il y a une différence sur notre modèle versus une approche vraiment un peu plus micro pays par pays. Et ensuite, là où je dirais qu'il y a également un autre élément, effectivement, la concurrence, elle existe, elle est là. Après, pour moi, en fintech, la grosse difficulté, elle est surtout comment dire, sur les aspects légaux. L'idée que nous, on a eu faire une néobanque pour les Africains, enfin, ou une application financière pour les Africains, je pense qu'on doit être des centaines, si ce n'est plus, à avoir pensé à le faire. Moi, rien que moi, j'ai dû rencontrer des dizaines de personnes qui ont essayé. De ce que j'ai vu pour le moment, en tout cas, nous, sur nos marchés, on est les plus avancés. Il y en a beaucoup qui essayent de le faire. Peut-être qu'un jour, même aussi des gros groupes, des grosses banques européennes, des grosses banques africaines, elles essaient de faire la même chose. Je pense notamment à des grosses banques marocaines qui, elles, justement, elles ont ce besoin de capter la diaspora marocaine en Europe. Elles aussi, elles essayent de le faire. Donc après, on verra. Mais c'est, comment dire, l'enjeu, c'est pas d'avoir une idée. L'enjeu dans la fintech, c'est vraiment de réussir à le faire pour moi. Mhm. Très bien. Alors, dites-nous un peu, Bilal Dahleb, et vous parlez très vite, hein. Avec vous, Ouais, le temps passe très vite. excusez-moi. Vous avez l'habitude de pitcher, ça se voit. Ouais, c'est possible. On a le temps là, j'aurais dû vous le dire depuis le début, mais C'est vrai, on c'est a un vrai. peu de temps, donc mais c'est bien, ça prouve que vous avez l'habitude de dire beaucoup de choses en très peu Mm. de temps. Voilà, ça c'est très bien, mais on n'est pas très habitué à ça. Dans Ok, je vais Diasporama, essayer de ralentir, je on se m'excuse, ouais, bien raconte, sûr. on se détend, on se lâche, on se Ouais, raconte. Alors parlez-nous de vous un peu, Bilal Dahleb, parce que l'objectif de Diasporama premier, c'est de mettre la lumière, bien sûr, sur les belles réussites de la diaspora algérienne à travers le monde. Et vous, aujourd'hui, vous en êtes un parfait exemple. Alors, vous vivez à Genève, en Suisse. Donc, vous entre êtes Genève né et et vous Paris. avez, Ouais, entre Genève et Paris, voilà. Et vous êtes né et vous avez grandi en Suisse, Bilal. exactement, à Genève, oui. Voilà. Donc, moi, peut-être pour vous situer rapidement, donc moi, je suis né et j'ai grandi à Genève. Mon papa est algérien, il est né et il a grandi
une ville qui s'appelle Ksarshelele dans la wilaya de Tiaret. Il a émigré en Suisse quand il était très jeune et voilà, il a rencontré ma maman qui est anglaise-italienne. Elle s'est convertie, ils se sont mariés. Ensuite, voilà, je suis arrivé. Quel beau, quelle belle mixité. Oui, 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 exactement. J'allais Et dire triple identité, mais quadruple, parce qu'il y a presque avec l'identité l'aspect suisse suisse. aussi. Exact. Bah Ouais, oui. non, je suis tout à fait aligné avec ça. Ouais, vraiment. Et donc moi, voilà, moi je suis né, j'ai grandi à Genève. À Genève, on n'a pas une très grosse diaspora algérienne. Il y a plus de Marocains ou de Tunisiens, ou sinon les pays qui sont le plus représentés, on a beaucoup d'Amérique latine, les pays Balkans, Kosovar, Albanais, ainsi de suite. Et donc voilà, moi j'ai malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas grandi dans un environnement très, très algérien, mais en tout cas un environnement très cosmopolite, mais plus avec tous les pays du monde. Et en fait, voilà, moi, je voyais qu'on était tous confrontés au même problème. Moi, mes amis d'enfance, c'était un Marocain, un Colombien et un Camerounais. Et voilà, nos parents, ils avaient toujours des soucis à renvoyer de l'argent au pays. Donc moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, en tout cas. Après, voilà, vu qu'on est de la diaspora, on rentrait aussi assez régulièrement en Algérie, passer l'été pour voir la famille, ainsi de suite. Et donc, peut-être pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours. Donc, moi, j'ai un parcours business. Après le lycée, j'ai travaillé un an dans une banque privée à Genève qui s'appelle Lombardier. Voilà, où c'est de la banque privée, de la gestion de fortune. Ensuite, donc, j'ai étudié à la HEC Saint-Gall, donc en Suisse alémanique, où j'ai fait mon cursus en anglais et en allemand. Après Saint-Gall, j'ai travaillé, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la technologie. Donc là, j'ai travaillé en énergie chez ABB, principalement sur les véhicules électriques et puis les énergies renouvelables. Ensuite, c'est là où j'ai Mhm. commencé à faire aussi de la blockchain et justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai commencé à comprendre certaines applications que la blockchain pouvait permettre d'apporter. Et donc après, voilà, après j'ai fait un master à l'ESCP en Big Data et Business Analytics pour faire un peu de programmation, renforcer mon côté tech. Et après ça, voilà, là je suis parti 2 ans au Boston Consulting Group, au bureau de Casablanca. Et c'est là aussi où, lorsque j'étais au BCG, j'ai vraiment été confronté à beaucoup de problématiques qui concernaient toute l'Afrique francophone. Et c'est aussi là où j'ai quand même fait un bon lien entre des enjeux économiques, business, et puis le lien avec un utilisateur un petit peu plus micro qui vit son quotidien en Europe et voilà. Et c'est là aussi un petit peu où j'ai fait le lien et qui, c'est des choses qui nous ont permis de penser à Monaco. Formidable. En tout cas, très tôt, j'ai l'impression que vous avez su capter un manque hein, en ce qui Ouais, concerne le transfert d'argent pour la tout à fait. communauté immigrée à l'étranger et le pays Mm, d'origine. Et c'est vrai que là, là où il y a un besoin, ben, il y a un business à ouais, développer tout à en fait. fonction du besoin, bien entendu. Est-ce que vous allez souvent en Algérie? À quel rythme, à quelle fréquence? Alors, c'était un petit peu par vague. Quand j'étais petit, mon père, il nous amenait. Ensuite, on a un petit peu arrêté d'y aller pendant quelques années. Et là, depuis 2, 3 ans, j'y retourne plus régulièrement. J'essaie d'y aller 2 fois par année, on va dire. Et je suis très content aussi, parce que là, c'est presque avec l'âge que je renoue plus avec le pays. D'ailleurs, au mois de février dernier, il y avait une rencontre qui avait été organisée par le Haut Commissariat de la Jeunesse en partenariat avec, ouais, avec la mosquée de Paris. Donc moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour ce voyage. Donc là aussi, c'était une excellente immersion où voilà, j'ai pu rencontrer d'autres Algériens de mon âge qui étaient en Algérie, des entrepreneurs, des gens dans la culture, des chercheurs. Et donc voilà, c'était vraiment une super rencontre où voilà, on a pu voir énormément de choses. Et en fait, plus je grandis, plus j'ai envie de renouer avec l'Algérie. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se définit. Parce que quand on est petit, c'est plus est-ce que papa il va m'amener ou pas en fait. On n'a pas vraiment le choix. Oui, Ouais. maintenant c'est vous qui allez emmener votre papa peut-être. Oui, oui, exactement. Exactement, Alors, ouais. on vous a vu également comme membre de jury du hackathon Oui, qui s'est tenu à Paris, organisé par le Haut Conseil de la jeunesse, justement, où là, des jeunes ont pitché des mm, programmes, des solutions numériques, tout à fait. des lois, hein, des solutions pour justement faire aboutir des lois qui faciliterait la transformation numérique en Algérie. Et bien sûr, les banques en font partie. Donc, Mm. quel retour d'expérience pouvez nous communiquer aujourd'hui par rapport à ce hackathon qui Alors, s'est tenu à Paris? sincèrement, ouais, moi j'ai trouvé le hackathon très intéressant. Euh, C'était vraiment une vision 360. On a vu des gens parler, je sais pas, d'immobilier, de services financiers, de freelance, d'appels d'offres, de droits de vote. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tous les sujets d'un citoyen algérien avaient été évoqués. Pour tous ces sujets, les participants ont pu ajouter vraiment une couche technologique en expliquant en quoi cette couche technologique pouvait apporter une plus-value. Je sais pas si ça pouvait être sur la transparence, l'efficience, enfin, l'opérationnalisation de projets, ainsi de suite. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment senti, c'est que
enfin, tous ces citoyens algériens sont vraiment conscients un petit peu des challenges auxquels l'Algérie est confrontée aujourd'hui. Évidemment, pas tous les challenges, mais en tout cas beaucoup de challenges. Et j'étais aussi assez impressionné à quel point les gens proposaient des solutions techniques qui, selon moi, pourraient être implémentables et apporteraient beaucoup de valeur. Donc, en tout cas, voilà, moi, c'était la première fois que je participais à ce type de hackathon. J'espère que les idées qui ont été proposées ont été écoutées par les autorités en Algérie enfin, ou même par des privés, parce qu'il y a aussi certaines de ces solutions qui pouvaient être déployées par des entreprises privées. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, beaucoup de choses pourraient créer de la valeur en Algérie. Très bien. Alors, on va essayer de vous connaître un petit peu plus à travers vos goûts et vos passions en dehors de la finance. De la Et deep tech. Ouais. nous allons commencer par vos goûts culinaires, Bilal. Alors, Oui, quel est le plat que vous aimez le plus? Et est-ce que vous cuisinez, Bilal? ça, c'est des questions, il faut pas les Pas le poser. temps, Ouais, pas le non, temps. ouais, pas le temps ou pas les skills, pas les compétences. Mais non, oui, oui, je cuisine. Malheureusement, je suis pas un grand cuisinier. Je suis un peu, j'ai mes plats que je maîtrise et puis je vais pas trop sortir de ma zone de confort dans la cuisine. Mais par contre, voilà, j'aime beaucoup manger, mais j'essaie de faire du sport pour pas que ça se voit. Et sinon, ouais, mes plats préférés, je sais pas. Franchement, j'aime beaucoup la cuisine algérienne, la cuisine italienne. Un petit peu, ouais, je dirais la cuisine algérienne et puis cuisine italienne, c'est peut-être les choses que je préfère. Après, ça va dépendre aussi. Typique, il y a des restaurants asiatiques que j'aime beaucoup, des fois c'est les sushis, donc des fois ça va aussi plus dépendre du restaurant ou du chef plutôt que de la spécialité. Ouais, c'est assez éclectique, quoi, pourvu que ce soit bon, en fait. Ouais, exactement, c'est la réponse facile un peu. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Musique, alors là, c'est un peu plus facile de répondre. Euh, Franchement, principalement deux styles, du rap français. D'ailleurs, beaucoup d'artistes algériens. Enfin, d'ailleurs, on le sait, les artistes algériens sont parmi les plus Oui, gros producteurs de musique en France sur le rap. D'ailleurs, enfin, maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a même, comment dire, l'influence algérienne qui s'entend de plus en plus dans les musiques qu'on écoute en France et que Monsieur Tout le Monde écoutera en France. Enfin, quand on pense à Soul King ou bien même DJ Snake, qui sont vraiment venus apporter les sonorités algériennes en Europe, oui. je trouve que c'est une exportation de la culture top, parce que c'est vraiment plus un mix avec le traditionnel et de la Fianso, modernité. je pense à Fianso. Fianso, enfin, je l'écoutais beaucoup Vous aussi, parlez de, ouais. bien sûr. Ouais, je l'écoutais beaucoup aussi. Enfin, je Parler de l'écoute Soul beaucoup King, aussi. je fais le lien avec Bien Fianso sûr, bien sûr. qui Après, produit, qui a fait Fianso, découvrir Soul King. tout à fait. Tout à fait. Après, Fianso, pour moi, il est un peu plus, on va dire, dans la lignée du rap français, comment dire, historique. Tandis qu'un Soul King, pour moi, enfin, en tout cas, après, je suis pas du tout expert en rap, mais j'ai plus l'impression qu'il a apporté des notes de rail voilà, de touche algérienne qu'on voyait pas auparavant dans le Mhm, rap français. Donc, ouais. ouais, rap français, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup aussi de musique afro, notamment les artistes nigériens qui ont vraiment mis la musique afro sur la map. Et sinon, j'aimais bien aussi avant écouter pas mal de hip-hop américain, un petit peu moins ces dernières années, mais normalement, voilà, c'est mes trois registres principaux, rap français, hip-hop et musique afro. Lecture? Lecture, c'est plus, on va dire, quand j'étais obligé à l'université, ou bien, ouais, malheureusement, c'était au désarroi de ma maman, j'ai jamais été un grand lecteur. Non, ou sinon, aujourd'hui, ce que je lis, ça va principalement être en rapport avec le travail, donc des articles de presse, des analyses économiques, ce genre de choses, mais ou bien, voilà, parfois quelques éléments, enfin, quelques livres un petit peu sur le business, mais malheureusement, je suis pas un très grand lecteur, c'est un gros défaut. Mhm. Vous êtes plutôt film ou série? Euh, Pas beaucoup non plus, ni l'un ni l'autre. Par contre, très documentaire. Beaucoup de Mhm. documentaires historiques. Je dirais que c'est ce que j'aime le plus regarder, ouais, des documentaires sur l'histoire. Très bien. J'aimerais savoir un petit peu plus sur la vie de la diaspora algérienne en Suisse, alors surtout à Genève, puisque c'est là où vous résidez, mais si vous pouvez nous en dire plus sur, je ne sais pas, Lausanne ou d'autres villes où il y Bien aurait sûr. une forte présence de la communauté algérienne, quel est son mode de vie et son mode de vie dans le sens de la pratique de la culture algérienne, des fêtes, voilà, des fêtes par Ouais, exemple religieuses ou nationales. Voilà. bien sûr. Ouais. Ramadan, peut-être des cafés, des restaurants. Est-ce qu'il y a une vie comme ça, comme on en voit à Paris ou ailleurs? Alors, c'est moins marqué qu'en France. Beaucoup moins marqué en France, tout simplement parce qu'on est moins nombreux. Donc, on va dire aussi qu'on est
Les Algériennes suisses sont peut-être un petit peu plus diluées dans la masse. Il y aura peut-être un petit peu moins des associations algériennes ou des groupes qui se retrouvent ainsi de suite. Moi, la diaspora algérienne, où est-ce que je la côtoie le plus en Suisse? On va dire ça va être à la mosquée les vendredis où je les croise régulièrement, ou sinon les dimanches on joue régulièrement aussi au foot ensemble, parce que voilà nos parents se connaissent ou ce genre de choses, donc il y a toujours un petit peu des foot, des événements un petit peu religieux. Après il y a souvent aussi des mariages. Mais on va dire que ça voilà. Les événements réguliers, Mhm. pour moi, ça va être la prière du vendredi ou bien autrement les foot le dimanche, c'est un peu où je les retrouve. Autrement, ça va être des événements, on va dire, un petit peu plus particuliers. Ce que je peux dire, par contre, c'est que comment dire, les Algériens suisses sont tout aussi fiers d'être Algériens que les Algériens de France ou que de n'importe quelle autre nation dans le monde. Ils veulent tous contribuer à leur pays. Ils sont toujours vraiment, vraiment, voilà, toujours partants. Ils défendront toujours l'Algérie, toujours partants pour faire quelque chose qui pourra aider leur pays. Donc, et ça, vraiment, je sais pas, enfin, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment quelque chose où je trouve que les Algériens sont différents de toutes les autres nations du monde que j'ai pu rencontrer. Il y a quelque chose, enfin, je pense que c'est aussi dû à notre passé et puis la manière dont les Algériens ont ont eu leur indépendance et ont récupéré le pays. Ce que j'ai constaté avec la diaspora algérienne et que j'ai vu nulle part ailleurs, en tout cas personnellement, c'est à quel point les Algériens sont fiers de leur pays et patriotes et ont vraiment, voilà, un amour pur. Et d'ailleurs, les Algériens ont vraiment un grand cœur. Ça, je le dis même après avoir fait du business dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans tous les pays, normalement, c'est simple, c'est combien d'argent je vais gagner, ainsi de suite. Les Algériens, il y a vraiment aussi une considération beaucoup plus humaine. Est-ce que je crois en toi? Est-ce que ton projet est porteur? Est-ce que ça va faire du bien? Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça aussi en Algérie, on n'a pas uniquement cette notion uniquement liée à l'argent, mais il y a vraiment quelque chose de plus pur et de plus humain. Et ça, je l'ai vu dans aucun autre pays. Et justement, la diaspora algérienne, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est vraiment aussi son amour qu'elle a pour le pays. Et voilà, quand on discute avec des Algériens, tous, ils veulent contribuer au développement de l'Algérie. S'ils peuvent faire quelque chose de positif, ils vont le faire. Moi, je me moque souvent des Algériens en leur disant, c'est pas en sortant des drapeaux qu'on va changer quelque chose. On peut faire des choses beaucoup plus concrètes qui vont vraiment créer de la valeur. Après, voilà, je taquine toujours un petit peu les gens. Mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel l'Algérie a de quoi miser. D'ailleurs, on l'a aussi vu au Hackathon, c'était que des gens de la diaspora qui veulent contribuer à leur pays. Et je suis plus que convaincu que voilà, si l'Algérie arrive à renouer avec sa diaspora, ça sera gagnant-gagnant. Les Algériens de l'étranger seront très contents de contribuer. Les Algériens d'Algérie auront plus de capitaux qui vont arriver dans le pays, potentiellement plus d'opportunités de business, ainsi de suite. Mais je pense vraiment que la diaspora algérienne est une force que les autres pays n'ont pas. Vraiment parce on a une mentalité différente des autres pays. Vous le dites avec le cœur, et ça Je se le sent, pense, vraiment, et je ça le pense. Ouais. s'entend. Mm. Alors, la toute dernière question de Diasporama, Bilal Dahmed, c'est la question rituelle de l'émission, et qui concerne le rapport qu'on a à son pays d'origine, qu'on soit né en Algérie ou né à l'étranger. Euh, Essayez de vous mettre, de vous souvenir toutes les fois où vous êtes rendu en Algérie, ou peut-être la dernière fois ou l'avant-dernière Oui. fois, peu importe. En repartant, qu'avez-vous emporté avec vous de précieux et de cher à vos yeux et à votre cœur? Est-ce que vous avez Ouais. un souvenir particulier? Ça va être difficile de donner ça serait peut-être quelque chose comment dire, d'un petit peu abstrait. Mais ce qui Mhm. m'impressionne vraiment en Algérie, enfin, sincèrement, et d'ailleurs, je disais ça à mon père la dernière fois que je suis rentré, c'est à quel point les gens sont, il y a une pureté. Vraiment, il y a une pureté que j'ai vue presque dans aucun autre pays. Enfin, peut-être que vous allez penser que j'exagère, mais une pureté des Non, gens que non. j'ai vu évidemment, il y a des gens qui sont mal intentionnés partout, dont en Algérie. Mais en Algérie, j'ai aussi vu des gens qui sont tellement chaleureux, tellement accueillants et qui sont honnêtes. Ils attendent rien derrière. Et moi, je me souviens que lors de mon dernier voyage en Algérie, j'avais presque l'impression de me sentir un petit peu égoïste, pas forcément altruiste, qui pense beaucoup à moi, qui calcule des choses. Et vraiment, en Algérie, à quel point les gens sont ouverts, enfin, des gens que je rencontrais, et après 5 minutes de discussion, ils m'invitent à manger à la maison, ils me proposent de passer la nuit, et il y avait absolument, comment dire, aucun intérêt derrière. C'était vraiment par pure bonté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère, enfin, j'essaye même d'intégrer le plus possible en moi, parce que je pense que c'est vraiment une qualité humaine énorme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment en Occident. Voilà, moi, je suis né, j'ai grandi en Suisse. Parfois, on a peut-être une approche un peu plus rationnelle et un petit peu moins humaine. Oui. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de prendre avec moi. Vraiment, les Algériens, ils ont vraiment un grand cœur et je pense que c'est quelque chose dont moi, je peux m'inspirer personnellement et évidemment énormément de gens. Mhm. On n'a surtout pas le même rapport au temps qu'ont les Ouais, ça Suisses, aussi. et pas le même rapport à l'argent aussi, Aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, au business. Voilà, c'est vrai. voilà.
Ah bah, en tout cas, Bilal, je vous remercie de vous être livré à nous, de nous avoir parlé de cette banque de Monaco, hein, qui existe depuis peu et à qui on souhaite vraiment de se développer très vite et d'apporter des solutions aux Algériens de la diaspora algérienne. J'espère qu'on va booster un petit peu les choses Ça, avec avec grand vous et plaisir, avec les j'espère aussi. propositions des jeunes, du hackathon, de tous ceux qui œuvrent pour faire avancer les lois et Bien faire sûr. développer notre cher beau pays. Je vous remercie, Bilal Merci Dahlem. infiniment pour l'invitation, Maya. C'est Merci très gentil. d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Genève. Mm. Et merci à vous, chers visiospectateurs, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez revisionner cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.